Tu crois que la traite des Noirs a commencé avec les grandes puissances européennes comme la France ou l'Angleterre? Erreur. Avant eux, un petit royaume maritime s'est lancé le premier dans le commerce d'êtres humains. En 1444, sur les quais de Lagos au Portugal, des centaines d'Africains sont vendus aux enchères. C'est le début d'un système qui allait déporter plus de 12 millions de personnes. Et celui qui l'a enclenché, c'est le Portugal. Mais pourquoi, comment et avec quelles conséquences jusqu'à aujourd'hui? Nous sommes au XVe siècle. L'Europe commence à regarder vers l'océan. À l'ouest, un nouveau monde à conquérir. À l'est, des routes commerciales verrouillées par l'Empire ottoman. Au sud, l'Afrique, avec ses richesses, ses peuples et bientôt ses captifs. Le Portugal, petit royaume coincé à l'extrémité du continent, est alors à l'avant-garde des explorations maritimes. Mais derrière les cartes, les caravelles et les boussoles, il y a autre chose, le début d'une entreprise implacable, un commerce d'hommes, de femmes et d'enfants, arrachés à leurs terres, entassés sur des bateaux, envoyés vers les colonies lointaines. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment le Portugal a ouvert la voie de la traite atlantique, comment il a bâti un empire sur le dos de millions de vies et pourquoi cette histoire, souvent oubliée, continue de résonner aujourd'hui encore. Prépare-toi à une plongée dans une réalité historique dérangeante, mais nécessaire. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut revenir en arrière, bien avant les grandes colonies françaises ou britanniques. Nous sommes au début des années 1400. Le Portugal, petit royaume chrétien libéré depuis peu de la domination musulmane, cherche à s'affirmer sur la scène européenne. Et un homme va jouer un rôle déterminant, Henri le Navigateur, fils du roi Jean Ier. Ce prince ne mettra quasiment jamais les pieds sur un navire, mais il est obsédé par l'exploration maritime. Sous son impulsion, les navigateurs portugais commencent à descendre progressivement les côtes africaines. Cap Bojador, Cap Vert, puis la région de l'actuelle Mauritanie. L'objectif, trouver des routes vers l'or, les épices et ouvrir un passage maritime vers l'Inde. Mais très vite, un autre commerce va apparaître, celui des êtres humains. En 444, un moment charnière a lieu. À Lagos, au sud du Portugal, une flotte revient d'une expédition au large de l'Afrique de l'Ouest. Elle ramène avec elle 235 Africains capturés. Certains sont faits prisonniers lors de raids. D'autres sont échangés contre des biens européens auprès de chefs africains. Ce jour-là, ces hommes, femmes et enfants sont débarqués et vendus aux enchères. Sur le port, en public, l'événement est consigné avec émotion et fierté dans les chroniques de l'époque. On y parle de familles brisées, d'enfants arrachés des bras de leur mère, mais aucun remords. Le mot commerce l'emporte sur le mot humanité. Ce n'est pas encore la traite transatlantique au sens large, mais c'en est la genèse directe. Les Portugais découvrent qu'il y a là un marché juteux et qu'il est plus rentable de capturer ou d'acheter des hommes que de chercher de l'or dans le sol. Dans les décennies suivantes, le Portugal va construire des comptoirs fortifiés sur la côte africaine, à Arguin, à Elmina, puis à Luanda. Ces lieux vont devenir les premiers nœuds du trafic d'êtres humains vers les colonies. Le Portugal vient de poser la première pierre de ce qui deviendra le plus grand système esclavagiste de l'histoire moderne. Et 1500, le navigateur Pedro Álvares Cabral atteint les côtes de ce qui deviendra le Brésil. Le Portugal vient de poser le pied sur un territoire immense, fertile et stratégique. À peine débarqués, les colons comprennent qu'ils tiennent là une terre parfaite pour la culture de la canne à sucre. Une richesse précieuse, très demandée en Europe. Mais il y a un problème. Qui va travailler dans ces plantations immenses? Dans un climat étouffant et sous des rythmes inhumains? Les populations indigènes, d'abord réduites en esclavage, meurent par milliers. Maladies, mauvais traitements, massacres. Très vite, les Portugais se tournent vers un réservoir plus fiable, selon eux, l'Afrique. Ils vont alors mettre en place une véritable industrie de la déportation. Leur base principale, l'Angola. À partir du XVIe siècle, les Portugais contrôlent les côtes angolaises, notamment Luanda.
fondée en 1570. C'est de là que partent des centaines de milliers d'Africains, capturés dans les terres par des raids ou livrés par des chefs locaux. Enchaînés, marqués au fer, ils sont transportés par bateaux entiers vers les ports du Brésil. Salvador, Recife, Rio de Janeiro. Le voyage est un enfer absolu. Des semaines à fond de cale, entassés, sans lumière, dans leurs excréments. Beaucoup meurent avant d'arriver. D'autres se suicident. Et ceux qui survivent sont envoyés dans les fazendas, ces grandes exploitations où les conditions de travail rappellent l'enfer de Dante. Pas de repos, pas de droit, pas de futur. Les esclaves sont considérés comme du bétail remplaçable. Le système est extrêmement rentable. Le sucre portugais alimente l'Europe. Le Brésil devient l'Eldorado du commerce triangulaire lusophone. Au sommet de la pyramide, les grandes familles portugaises, les négociants, les gouverneurs. Et en dessous, des millions de vies broyées, une culture effacée, une souffrance institutionnalisée. En 2 siècles, le Brésil reçoit à lui seul plus de 4 millions d'esclaves africains, plus que n'importe quelle autre colonie des Amériques. Le Portugal a bâti son empire, sa richesse et son influence sur ce système de domination absolue. Derrière chaque empire, il y a des chiffres, froids, implacables et parfois insoutenables. Dans le cas du Portugal, ces chiffres révèlent l'ampleur d'un crime systémique, organisé comme une industrie, géré comme un commerce, mais dont la marchandise était des êtres humains. Environ 5 millions d'Africains ont été capturés, vendus et déportés par les réseaux portugais entre le XVe et le XIXe siècle. C'est le tiers de l'ensemble de la traite atlantique, ce qui fait du Portugal le premier pays négrier de l'histoire moderne. Les routes maritimes étaient parfaitement huilées. Départ des côtes africaines, principalement de l'Angola et du Mozambique. Traversée de l'Atlantique en direction du Brésil, souvent jusqu'à Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. Puis retour des bateaux vers Lisbonne avec du sucre, du tabac, du coton, du café et parfois même de l'or. Ce commerce portait un nom, circuit lusotropical. Un système colonial complet organisé autour de ports stratégiques, Luanda et Benguela, Angola. Principaux centres d'embarquement d'esclaves africains, Lisbonne et Porto, point d'entrée européen des produits coloniaux, Salvador de Bahia, Recife, Rio de Janeiro, ports esclavagistes du Nouveau Monde. Les navires portugais étaient souvent conçus spécifiquement pour maximiser l'espace en fond de cale au détriment de la dignité humaine. Certains capitaines affichaient des taux de mortalité de 15, 20, parfois 30%. Peu leur importait. Les pertes étaient intégrées au calcul de rentabilité. Et tout cela ne reposait pas sur des pirates ou des déviants. Non. Ce système était approuvé par l'État portugais, légitimé par l'Église, soutenu par la noblesse et enrichissait toute une classe marchande. Encore aujourd'hui, aucun pays n'a autant transporté d'esclaves que le Portugal. Et pourtant, dans les mémoires collectives européennes, ce rôle reste largement ignoré ou minimisé. Mais les chiffres, eux, parlent d'eux-mêmes. Ils sont les témoins silencieux de millions de vies volées, brisées, effacées par une logique de profit. On pourrait croire que face à une telle brutalité, les esclaves n'avaient d'autre choix que de se soumettre. Mais c'est tout le contraire. Dès les débuts de la traite, la résistance est permanente, multiforme, souvent invisible, mais acharnée. Certains se révoltent à bord des navires. D'autres s'évadent dans les forêts du Brésil ou les montagnes d'Angola. On les appelle les marrons. Ils fondent des communautés libres, comme le Quilombo de Palmarès, qui résiste au pouvoir portugais pendant près d'1 siècle. À l'intérieur même des plantations, la résistance culturelle est constante. Les esclaves chantent, dansent, prient, transmettent leur langue, leurs croyances, leurs gestes. Malgré les chaînes, ils conservent une part de leur humanité, de leur dignité, de leur identité. Mais du côté des institutions, l'abolition sera terriblement tardive. Le Portugal n'interdit officiellement la traite qu'en 1836, bien après la Grande-Bretagne, 1807, ou le Danemark, 1803. L'esclavage lui-même n'est aboli qu'en 1869 dans les colonies portugaises.
Et au Brésil, ancienne colonie lusophone devenue indépendante, il faut attendre 1888 pour que l'esclavage soit enfin déclaré illégal. Le Portugal fut le premier à ouvrir la voie de la traite transatlantique et l'un des derniers à en sortir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les traces sont encore bien visibles aujourd'hui. En Angola, au Mozambique, au Cap-Vert, les cicatrices économiques et sociales persistent. Au Brésil, la population noire, issue de l'esclavage, continue de subir discrimination, pauvreté, violences policières. Et au Portugal même, la mémoire de l'esclavage est longtemps restée étouffée, reléguée au silence dans les manuels scolaires comme dans les musées. Depuis quelques années, les voix s'élèvent pour réclamer reconnaissance, mémoire, réparation. Car on ne peut pas comprendre le monde lusophone d'aujourd'hui sans affronter ce passé-là. Un passé fondé sur la capture, l'exploitation et la déshumanisation, mais aussi une histoire de résistance, de survie et de transmission, portée par ceux qui ont refusé d'être réduits à des objets. L'histoire de l'esclavage portugais n'est pas un détail. Ce n'est pas un accident. C'est un choix historique, assumé, structuré, rentable. Le Portugal a été le premier à organiser la traite atlantique et le plus grand transporteur d'êtres humains vers les Amériques. Et pourtant, cette réalité reste largement méconnue, voire invisibilisée, y compris dans les anciennes colonies. Combien savent que 5 millions de vies ont été brisées par des marchands portugais? Combien se souviennent des noms, des visages, des voix qui ont traversé l'Atlantique enchaînés? Ce silence n'est pas neutre. Il entretient l'oubli. Il efface les responsabilités. Et il empêche de comprendre les inégalités d'aujourd'hui. Mais l'histoire, quand elle est dite, quand elle est assumée, peut devenir un levier. Un levier pour la justice, pour l'éducation, pour la mémoire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Parle-en.